Bonsoir tout le monde. Azul Flakoun, Azul Flaoun. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Ce soir, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami le docteur Jamil Rahmani. Donc, il y a 7 ou 8 ans, je l'avais interviewé sur Berbère Télévision. Il m'en a parlé de ses contes, mais il me disait qu'il n'arrivait pas encore à mettre la main dessus. Donc, aujourd'hui, il les a fait sortir dans un beau livre avec de très très belles illustrations. Et on voyage beaucoup parce que le conte, en réalité, c'est l'imaginaire de tout un peuple. Jamil, bienvenue. Merci de m'inviter, je suis absolument ravi d'être là. Et effectivement, comme tu le disais, j'avais connaissance de ces contes depuis très longtemps. Mon grand-père devait les publier en 1962 et en 1962 est arrivée l'indépendance algérienne, le désintérêt pour la nouvelle Algérie de tout ce qui avait trait à la berbérité. Et donc c'est ce livre dont j'ai eu la maquette entre les mains après la mort de mon grand-père. Bien, ce livre n'avait jamais paru. Ma grande-tante, la sœur de mon père, avait récupéré toute la bibliothèque de mon grand-père, le fond des œuvres de mon grand-père, et donc avait récupéré le manuscrit qu'elle n'a jamais voulu publier pour des raisons X. Et à sa mort, il y a 2 ans, j'ai récupéré la maquette du conte et je les ai publiés chez Orient Éditions. Eh ben, c'est excellent, tu as très très bien fait. Eh bien, ton grand-père, au fait, était un grand érudit, hein. Donc, il n'est pas très connu, me semble-t-il. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce qu'il a écrit, à part ces contes-là? Je crois savoir qu'il écrivait en français, en arabe et même en kabyle, n'est-ce pas? Ben, c'était un autodidacte et c'était la représentation parfaite de l'Algérien, c'est-à-dire qu'il maniait, et de l'Algérie et de sa diversité, c'est-à-dire qu'il maniait à la perfection les 4 langues du pays, à savoir le berbère, l'arabe improprement appelé dialectal, l'arabe littéraire et le français. Et il a écrit un certain nombre d'ouvrages sur les mœurs des tribus kabyles. Parce que pendant toute sa vie, il n'a eu de cesse que de récupérer tout ce qui pouvait l'être, la tradition orale, les rites de son village, les rites des tribus de la région de Vilayet, et parce qu'il était sûr que cela allait disparaître, que la modernité allait emporter tout cela. Et c'est la raison pour laquelle ces contes, il les a recueillis dans les années 40 et 50 et il les a traduits en français et il les a livrés pour publication en 1961. Très bien. Alors, quelle relation y a-t-il entre Slimane Rahmani, ton grand-père, et Abdelkader Rahmani, qui a été dans l'Académie berbère, qui a été le premier président de l'Académie berbère dans les années 60 à Paris? Abdelkader Rahmani était mon oncle, était donc le fils de Slimane Rahmani, et il avait hérité de son père la passion de la langue berbère, la passion des us et coutumes kabyles, et il a voulu transmettre cela au monde en fondant l'Académie berbère. Et il a cofondé l'Académie berbère. C'était donc beaucoup de gens qui étaient avec lui, y compris la romancière Tansanouch et Bessaoud, bien sûr, paix à l'âme de tous ces gens-là qui ne sont plus de notre monde. Alors, le livre est préfacé par Jacques Berck. Jacques Berck s'est peut-être moins intéressé à la berbérité, ou pas? Jacques Berck a préfacé ses contes pour une raison très simple, c'est que son père était responsable de la commune mixte de Oued Marsa pendant la colonisation, et Oued Marsa où habitait mon grand-père. Et Monsieur Berck a eu un fils, Jacques, qu'il a confié à mon grand-père pour lui enseigner le berbère et l'arabe. Et donc mon grand-père,
on peut supposer qu'il a donné le goût à Jacques Berck, ce grand islamologue qui était très intéressé, qui a été très intéressé toute sa vie, qui a beaucoup publié sur le monde arabe. Eh bien, on peut supposer que mon grand-père lui a donné l'envie de creuser un peu plus la langue arabe. Très bien. On peut dire aussi un petit mot sur la grande dessinatrice du livre. Alors, qui est cette Mélodie alors? Alors, Mélodie Hajab est une jeune iranienne, franco-iranienne, qui s'est plongée dans tout ce qui était berbère pour inspirer ses dessins. Et elle l'a fait avec beaucoup de talent, et je dois dire que le livre est très beau grâce à elle. C'est vrai, les dessins sont vraiment magnifiques. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, alors les contes. Alors, est-ce qu'il y a, par exemple, un conte qui te parle le plus, Jamil, à toi? Bon, écoute, tous les contes me parlent. Il y en a un que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'histoire du bûcheron et de ses enfants. Alors c'est l'histoire d'un bûcheron, de sa femme et de leurs 2 enfants qui sont séparés par divers événements. Et au moment les 2 enfants ont perdu leur père, successivement leur père et leur mère, et ils se retrouvent au bord d'une rivière et ils décident de prendre 2 chemins opposés, et l'un des 2 frères dit à l'autre: écoute, il y a une chose qui te sauvera et qui nous sauvera tous les 2, c'est l'instruction. Et clairement, je trouve que ce conte est très approprié avec ce qu'est l'âme kabyle, c'est-à-dire que dans ma famille, dans nos familles, ce qui était le plus important, et ce que nos parents rêvaient pour nous, c'était l'instruction et de sortir de la pauvreté dans laquelle nous étions tous par l'instruction. Ah, oui, belle réponse, j'admire. Donc il y a aussi dans le livre des petites choses qui ne sont pas vraiment des contes, mais qui sont vraiment intéressantes. Alors par exemple, présage, interprétation de certains signes physiques ou extérieurs. Effectivement, dans nos sociétés nord-africaines, c'est très présent, pas seulement au milieu berbérophone d'ailleurs. Bien sûr, dans toute l'Afrique du Nord, il y a des signes qu'on interprète comme des présages, mais dans la Rome antique aussi, il y avait des signes. Tout cela, ça provient du vieux fond antique méditerranéen. Par exemple, le fait qu'une main vous gratte, ça veut dire que vous allez recevoir de l'argent, que l'autre, si c'est la droite, vous allez dépenser, si c'est la gauche, peut-être l'inverse, vous allez en recevoir. C'est vrai. Une autre remarque sur les contes, cette fois, c'est que c'est souvent un monde d'animaux. On croit se retrouver un peu dans le monde de Slimane Azam, parfois. Les animaux, en fait, ça permet de faire dire à des bêtes ce qu'on n'ose pas faire dire à des hommes. C'est comme La Fontaine. C'est comme La Fontaine qui s'est inspirée des contes orientaux et qui faisait dire le lion, ça représentait Louis XIV, les courtisans étaient représentés par le renard, par exemple. Voilà, c'est une vieille habitude qui remonte à l'Antiquité de faire parler des animaux pour leur faire dire des choses qu'on n'oserait pas faire dire à des adultes humains. Et oui. En tout cas, le livre est très intéressant, je le conseille à tout le monde, pas seulement parce que c'est notre patrimoine, mais ça nous questionne aussi dans nos vies quotidiennes, y compris en Europe ou en Amérique, ou dans n'importe quel pays du monde. Alors, avant de passer la parole à la salle pour des questions, je voudrais dire aussi que, docteur, tu es aussi un romancier. Oui, oui, tu as beaucoup écrit, surtout avec ton ami Michel Canisi. Alors tu as écrit un livre qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Alger sans Mozart, par exemple. Un mot sur ce roman alors.
Alger sans Mozart, c'est 60 années d'histoire algéro-française. Ça commence en 54 et ça finit dans les années 2000. Et c'est l'histoire d'une pied noire qui décide de rester en Algérie pour l'amour de sa terre et pour l'amour d'un homme qui devient son mari et qui vit l'après-indépendance. Alors il y a les premières années enthousiasmantes parce que tout semble possible, et puis avec les années qui passent, elle se rend compte que ça n'est pas si facile que ça, et que en fait le pouvoir algérien est en train de faire un vide culturel et combat la diversité en laquelle elle croyait. Et c'est donc aussi l'histoire, cette femme, c'est une métaphore, hein, c'est l'histoire d'Alger, c'est l'histoire de l'Algérie, un pays qui est déçu, qui aurait aimé avoir un autre avenir. Il y a aussi ce livre qui est fort intéressant, Villa Taylor. Il est venu après Alger sans Mozart. Un mot sur ce... Alors Villa Taylor, c'est un roman qui se passe au Maroc. C'est l'histoire d'une jeune femme qui hérite d'une maison mythique qui est à Marrakech, qui s'appelle la Villa Taylor, et qui appartenait à une Américaine, et qui a vu passer tout ce qui a compté au XXe siècle comme personnalité. Elle a vu passer Churchill, Roosevelt, Pierre Berger, etc., etc. Beaucoup de célébrités. Et donc c'est l'histoire d'une maison qui va aider à une jeune femme à trouver son chemin. Alors l'ultime roman, est-ce que c'est l'ultime preuve d'amour? Oui, l'ultime roman, c'est l'ultime preuve d'amour. C'est un roman qui se passe en Algérie. C'est l'histoire d'une jeune Algérienne qui est amoureuse d'un pied noir, qui est son voisin de palier, et ils sont séparés par l'indépendance algérienne, et brusquement, ils n'ont plus de nouvelles l'un de l'autre pendant 30 ans, et 30 années après, ils se retrouvent. Dans nos romans sur l'Algérie, avec Michel Canesi, on essaie de montrer la diversité du pays, la diversité des douleurs lors de la guerre de libération, et surtout on essaie de relier les deux rives qui sont, à mon sens, irrémédiablement liées. Alors certains en France, d'autres en Algérie essayent de dire que l'Algérie et la France n'ont plus rien à faire, plus rien à voir. Il n'y a qu'à voir en ce moment la campagne contre le français en Algérie, en disant que il faut bannir le français des administrations. C'est une politique qui me semble complètement absurde et qui n'a pas de sens dans la mesure où les pays se font face à face et où il y a plus de 10 millions de personnes qui vivent en France, qui parlent français et qui aiment l'Algérie, qui retournent en Algérie. Et donc, dire qu'on va supprimer le français, c'est se couper de toute la diaspora algérienne en France. Absolument, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je peux te confirmer que le Conseil des ministres en Algérie se tient jusqu'à aujourd'hui en langue française. Donc c'est une grande hypocrisie. Alors, si je peux ajouter un mot sur les contes berbères de mon grand-père, alors ces contes, c'est vraiment tout l'imaginaire berbère, tout l'imaginaire kabyle, et c'est un vrai trésor dans la mesure où mon grand-père a recueilli des poèmes, des adages, des proverbes, et il y a même un conte entier qui est écrit en berbère dans ce livre, et donc c'est en cette époque, en cette période où il n'y a pas beaucoup de livres qui paraissent sur notre région, sur nos habitudes, sur notre culture, eh bien, ce livre sort de l'oubli un certain nombre de contes et sort de l'oubli le parler berbère, le parler kabyle des années 50. Parce que tout ce qui est kabyle dans ce texte a été revu par un professeur d'université qui s'appelle Farid Ben Mortar, qui
travaille à l'université de Paris 8 et qui a donc revu tous les textes kabyles en disant eh bien on ne parle plus comme ça maintenant de nos jours parce que le kabyle s'est créolisé, il s'est mélangé à l'arabe, il s'est mélangé au français. Eh bien c'est excellent, merci Jamil. Maintenant la parole est à vous. Hein. L'idéal c'est d'être un peu précis et court, mais ça c'est l'idéal. Donc la parole est à vous. Ah oui. Oui, vas-y, Hakim. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur votre grand-père? Qui il est, voilà, pourquoi il a eu cette mission enfin cette envie de... Ben, mon grand-père, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un autodidacte. Il est né à Okas, à une vingtaine de kilomètres de Bougie, de Gaït. Et il savait qu'il ne pourrait sortir de la pauvreté, parce qu'on était tout le monde était pauvre en Kabylie à ce moment-là. Même s'il faisait partie de ce qu'on appelait l'élite maraboutique de la Kabylie, il n'en demeure pas moins que son père était pauvre, et lui aussi. Et donc il gardait son père, lui faisait garder le troupeau, et pendant qu'il gardait le troupeau, eh bien il se cultivait, il lisait des livres, en français, des livres en arabe, parce qu'il a été à l'école coranique, il a appris le Coran, et ensuite il a été à l'école de la République, et il a présenté les divers examens qui lui ont permis de devenir instituteur. Donc il a été d'abord instituteur, ensuite il a passé un certain nombre de diplômes en langue arabe et en langue berbère, pour pouvoir enseigner ces 2 langues. Et il a enseigné d'ailleurs ces 2 langues à l'école normale de la Bouzarea qui formait les instituteurs en Algérie. Et il a été, donc il a gravi les échelons, il a passé une thèse à Aix-en-Provence, il a publié divers ouvrages sur les rites berbères, sur les rites de la circoncision, de l'accouchement. Il a été président du Pen Club algérien qui réunissait tous les auteurs à cette époque-là, dont Emmanuel Robles, Gabriel Odizio. Il a été Grand Prix littéraire de l'Algérie en 1942. Et à la fin de sa vie, il était professeur d'arabe dans un lycée à Alger. Il est mort en 1964. Il est mort en 1964. Si je ne dis pas. Oui, non, c'est bien ça. Oui, Jamila, s'il te plaît. Oui. Bonsoir à tous. Juste une question, on va commencer par le début, par le titre. Oui. Est-ce que c'est volontairement calculé, entre guillemets, d'avoir utilisé le mot berbère plutôt que kabyle? Parce que j'ai commencé à lire les contes, alors j'ai pas fini, mais pour la plupart, c'est des histoires qui se passent et qui viennent de Kabylie. Oui, alors c'était pour élargir l'audience. Parce que c'est pour élargir l'audience. En Tunisie, par exemple, kabyle, ça représente pas forcément quelque chose. Donc berbère, c'est générique. Ça, bien sûr, ce sont des contes kabyles, mais qui font partie de l'imaginaire berbère, qui font partie de la grande sphère berbère qui va de l'oasis de Siwa jusqu'au Mali, au Tchad et en Mauritanie. Donc voilà, c'était volontaire. Et puis il y avait, si je ne m'abuse, les contes de Mouloud Mamri qui s'appelaient contes kabyles aussi. Les contes de Mouloud Mamri, ça s'appelle contes kabyles. Et donc c'était pour pas qu'il y ait de confusion aussi. Et puis ça rimait bien, berbère et grand-père, ça rimait bien. Vous faites de la poésie en plus. Oui, non mais ça rimait bien. Et en plus tout le monde ne connaît pas forcément la Kabylie. La Kabylie, tout le monde la connaît en Algérie, mais pas forcément ailleurs. C'est peut-être une occasion, juste l'occasion justement. Oui, mais de toute façon l'occasion, non mais les gens comprendront à l'intérieur. Et puis chaque fois qu'on m'interroge, chaque fois que j'écris
dessus, je parle de la Kabylie. Hein. Il n'est pas question de s'abstraire de la Kabylie. Ces contes sont kabyles. Et par extension, berbères. Alors on m'a dit oui, mais pourquoi kabyle, pourquoi berbère? Amazir. Il fallait appeler ce livre les contes Amazir. Oui. Mais Amazir en France, ça parlera du temps. Ouais. Alors, des remarques, des questions? Est-ce que c'est écrit les contes sont dans le parler d'Aucas? Parce que j'ai été dans Aucas et il y a un parler particulier à cette petite région. Hein. C'est même pas le langage de, oui, bien sûr. de Djaya. Oui. Alors, je suis malheureusement, moi, mes parents ne m'ont pas appris le kabyle. Alors, je le comprends. Oui. Je le comprends. Moi, je ne suis qu'un transmetteur. C'est pas moi qui ai écrit ce livre. C'est vraiment mon grand-père. Moi, j'ai corrigé l'expression française parce que c'était l'expression française des années 50. Mais sinon, pour ce qui est du berbère, du kabyle, je peux pas vous dire. Toujours est-il qu'ils ont été recueillis à Oras, parce que je sais que mon grand-père me l'avait dit. Il l'avait recueilli auprès de ses tantes, auprès de ses oncles, auprès des femmes de sa famille, auprès de certains conteurs. Vous savez, il y avait des conteurs avant qui allaient de village en village. Donc si la langue est celle d'Aoras, c'est très possible, mais je ne peux pas vous le confirmer. Oui. C'est vous qui me le direz. Le traducteur, là, il est d'Aokas aussi ou... Ah non, Farid Ben Lortak, Non. Hein? Il n'est pas d'Aokas. Non. Oui, parce que... mais il connaît Farid. Hein? C'est lui qui... Farid Medrasen, donc Ben Mortar. Donc, c'est un habitué d'ailleurs du café littéraire. C'est lui qui enseigne aujourd'hui Tamazirt à l'université de Saint-Denis. Il vient de publier, donc ça fait maintenant 7 ou 8 mois, un manuel d'apprentissage de la langue kabyle qui fait un tabac. Il fait un tabac, il a été publié chez Yoran Lambaner, un éditeur breton. C'est un livre qui s'est très bien vendu et qui continue à être vendu, mais son livre est vraiment génial parce qu'il a essayé de présenter la langue parlée kabyle, avec ce que tu disais quand tu étais venu ici, avec moins de néologismes là inventés par-ci par-là. Donc parfois il donne des mots, on sait leur origine, elle est soit française, soit arabe, soit turque, mais nous l'utilisons dans le kabyle. Et lui, il a donc travaillé sur la langue parlée couramment. Voilà. Farid est de la région d'Arfo. Je voulais juste confirmer ce que tu viens de dire. Pardon. Je voulais juste confirmer par rapport au livre de Farid, parce que je l'ai acheté. Donc, moi, je suis tachafée, donc je ne parle pas du tout kabyle, je le comprends. Il m'aide énormément en ce moment parce que je suis en plein apprentissage. Et pour les contes, au sud du Maroc et dans tout le Maroc, nous avons aussi des contes oui, bien sûr. Qui sont pratiquement identiques aux contes kabyles. Donc c'est l'imaginaire berbère. L'imaginaire berbère. Bien sûr. Et pas seulement l'imaginaire berbère, c'est aussi l'imaginaire méditerranéen, puisque dans un de ces contes, il y a un personnage qui ressemble énormément à Sant Jordi, qui est un saint de Catalogne. Et il libère un village d'une hydre à 7 têtes, comme Sant Jordi libère un village d'un dragon. Un dragon qui gardait une fontaine, et les villageois ne pouvaient accéder à l'eau que s'il livrait une jeune fille tous les mois. Voilà. Ma grand-mère me l'a raconté à l'époque. Et ça, je vous dis, on le raconte en Catalogne. Donc vous le retrouverez là. Oui. Ça serait un petit mot. Non, mais moi, ce que j'ai trouvé original, c'est que d'habitude on parle des contes de ma grand-mère.
Oui. Est-ce que ça se transmet par la mère et que ça soit le grand-père Bah, c'est lui qui les a transmis, forcément. Ça ne pouvait pas être les contes de ma grand-mère. Alors, Non, mais ça très m'a vraiment certainement, amusé. ma grand-mère lui a raconté. Sa mère, ses tantes, mais en tout cas, c'est lui qui les a recueillis et c'est lui qui les a transmis. Mais vous les avez trouvés sous quelle forme? Ah bah, Ils étaient déjà c'était écrits une en maquette. français. Ah, ils étaient écrits en français, bien sûr. D'accord. Ils étaient Il y a eu même traduits en français. Et il y a 2 contes qui sont entièrement en berbère, mais pour des raisons de coût, on n'a pas pu les intégrer parce que ça faisait un trop gros livre. Mais je ne désespère pas de publier ces contes qui sont en kabyle, entièrement en kabyle, en Algérie. Mais vous dites que la préface est de Jack Berck. Oui. Mais elle a été faite quand cette Ah bah, en 61. Ah, en 61. Oui, non, mais la maquette était faite, l'éditeur était trouvé, j'ai même le nom de l'éditeur, et moi j'ai récupéré cette maquette-là. D'accord, d'accord. Tout était fait, tout était corrigé, le berbère était corrigé. Ce que j'ai fait moi, c'est juste adapter la langue à la langue du 21e siècle. Oui, bonsoir à tous. Je suis Isabelle Sayabodi, je suis l'éditrice de Jamil. Là, je voulais juste vous préciser que ce livre faisait partie d'un très beau projet qui s'appelle Les Deux Rives. Donc, Jamil a parlé de contes pour approcher, mais nous, on est aussi intégrés dans ce programme, c'est-à-dire que de prendre en compte combien un livre peut rapprocher des 2 côtés de la Méditerranée. Donc, c'est un programme initié par la France, à condition qu'il y ait un éditeur français, dont moi-même, et un éditeur maghrébin. Donc il y a aussi un éditeur en Algérie. Nous, on a été l'éditeur qui a fait le travail, mais c'est sorti simultanément en Algérie. Aux éditions d'Aliman. En Algérie, c'est aux éditions d'Aliman. Oui, bien sûr, il est inspiré. Ce qui est un peu dommage avec cette histoire de transcription des contes, c'est que le génie populaire qui créait ces contes est un génie au mouvement, qui n'est pas statique. Je me rappelle des contes que me rapportait ma grand-mère. Le même conte, elle me le rapportait comme ça, avec un espace de temps entre les deux. Et bien, il y avait toujours des changements. Et ces changements, des petits détails qui changent. Et à l'âge adulte, j'ai compris, ce n'était pas un problème de mémoire de sa part, mais c'était surtout une façon de me transmettre des messages. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, si elle devait me parler de telle chose, bon, au lieu de me le dire directement, elle me rapporte un conte, et puis elle me glisse des mots qui me rapportent à l'histoire qu'elle veut réellement me raconter du problème dont elle veut me faire prendre conscience, etc. Et la fois d'après le même conte, elle peut me le raconter, mais pour me transmettre un autre message sur une autre situation. Et ça, aucun conte écrit ne peut le faire revivre. Non mais c'est sûr que l'écrit, ça fige. Oui. Mais l'écrit aussi, ça transmet à des générations et des générations. Parce que le problème de ce qui n'est pas écrit, c'est le risque de disparition. Oui. Vous savez, la télévision, c'est un insecticide. Hein. Ça tue les langues minoritaires. Hein. La langue arabe, la langue française aussi, en Kabylie, a quand même beaucoup imprégné la terre kabyle. Hein. Ce qui n'empêche pas maintenant les gens qui peuvent y accéder
de les adapter aussi à la situation, c'est-à-dire reprendre ce mouvement créatif. Tout à fait, mais ce qui est très important, c'est que toute la culture kabyle, il faut qu'elle soit écrite pour être transmise aux générations futures. Si je peux me permettre, il y a des écrivains qui le font. Ola Amara, dans son dernier roman, il a intégré, et c'est génial, le conte dans un roman. Donc il a utilisé des espaces du conte pour les mettre en cohérence avec son roman, qui est un vrai roman. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la langue kabyle est beaucoup publiée. Je ne parle pas du niveau, mais en tout cas, il y a énormément de publications. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas encore publiés. S'il y a bien une chose qui a évolué en positif en Afrique du Nord, c'est ce point-là bien précis. Moi, je me souviens que c'était impossible dans les années 60-70, c'était absolument impossible de publier quoi que ce soit en kabyle. Ma tante, qui a présenté une thèse sur les rites et pratiques alimentaires au Cappadoce, avait un ami qui s'appelait Taleb Ibrahimi, que vous connaissez tous, que moi-même j'ai connu quand j'étais enfant, qui était un homme très sympathique, très avenant, et elle lui a dit, il était ministre de la Culture à l'époque, puis ministre de l'Information, elle lui a dit, Ahmed, voilà, j'ai publié une thèse sur les rites et les pratiques alimentaires de Kabylie, j'aimerais le publier, est-ce que tu peux m'aider? Il lui a dit, c'est hors de question, jamais rien de kabyle ne sera publié dans ce pays. Il a toujours été anti-berbère. C'est pas évident, attention, je vais vous raconter une anecdote. Ce n'est pas pour défendre M. Ibrahimi, je ne suis pas dans son bord politique du tout. Là, il le lui a dit, il lui a signifié clairement. Le grand décideur, c'est Boumedienne. Boumedienne qui est kabyle, et les kabyles ne le savent pas, a mis le veto contre tout ce qui est berbère. Alors, quand il y a eu la campagne, je vais vous raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec les contes, mais on peut le prendre pour un conte. Alors, quand il y a eu la mascarade électorale d'avril 99 qui a mis au pouvoir Bouteflika, bon, les jeux étaient déjà faits, bien sûr. Et donc, moi, j'étais journaliste à la Tribune et j'avais suivi Taleb Ibrahimi. Et donc, je suis allé dans l'Algérie avec lui. Il avait beaucoup de monde derrière lui. Et quand il est arrivé à Blida, il a fait son speech, il y avait un monde fou. Et puis, nous autres journalistes, il nous a invités pour une discussion. Et il y avait au moins une cinquantaine de journalistes étrangers, des caméras. Alors, moi, je lui pose une question. Je lui dis, monsieur Taleb Ibrahimi, pourquoi vous ne parlez pas de la langue amazigh dans votre programme? Comme ça. Il a dit, si, mais je parle dans le programme. Je lui dis, monsieur Taleb Ibrahimi, vous parlez de la culture amazigh, vous ne parlez pas de la langue amazigh. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il m'a dit, écoutez, quand on va aller à Tizi Ouzou, vous allez voir ce que je vais dire. Je lui dis, Ahmed, monsieur Taleb Ibrahimi, là vous déconnez. Donc vous avez un discours à Tizi Ouzou et vous avez un discours ailleurs. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, arrêtez les enregistrements, arrêtez la conférence de presse. Il m'a dit, viens, on va discuter. On a discuté tête à tête pendant 1 heure. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoutez, moi j'étais dans le FFS en 63, ce qui est vrai. Il a dit, moi, en 62-63, j'étais pour la majorité. Mais le système n'en voulait pas. Il a dit une chose, au départ, j'avoue que je ne l'avais... Attendez, j'ai pas terminé. Il a dit une chose que je croyais être fausse. Il a dit, au départ, c'est moi qui est allé voir Mamri pour qu'il fasse un cours à l'université d'Alger de la langue amazigh. Et ben c'est vrai. C'est vrai. J'ai vérifié par plusieurs sources, c'est vrai. Donc, moi, je ne suis pas de son bord politique. Mais, attends, s'il te plaît. Non, il faut des choses comme ça, il ne faut pas les laisser faire passer. Parce que, en 1952, quand la colline oubliée est sortie, et que c'était sa revue, qu'il avait mis à la disposition des gens qui se sont dressés contre Mamri. Il ne connaissait pas Boumediene à l'époque, donc l'histoire de Boumediene, ça n'a rien à voir. Voilà. Et même son père était contre
Tamazight. Lui-même est Tamazight. Oui, mais ça ne veut rien dire. Oui, Je me rappelle, une petite information. Je me rappelle, après le débat sur la charte nationale, il avait donné une conférence à Bouzréa, dont le compte rendu a été rapporté par Révolution africaine. Et M. Talib Ahmed, à l'époque, et les Kabyles l'ont applaudi, parce que les Kabyles ne lisent pas toutes les phrases entièrement. Ils ont lu une partie de la phrase et ils ont oublié le reste. Où il disait le peuple algérien est berbère, mais de culture arabo-islamique. Ça veut dire que revendiquer ma culture, ça devient une histoire de racisme. Non. Moi, je m'en fous que je sois berbère d'origine. D'abord, il n'existe plus de race pure. Alors, je m'en fous que mes origines soient arabes ou tartampions, mais je préfère ceux qui assument toute notre histoire. Voilà, à travers tous les siècles. Enfin, je vais répéter un peu ce qu'a dit Ben. En fait, c'est effectivement pour rappeler quand même qu'il a joué un grand rôle dans le procès en sorcellerie qui a été fait à Mamri en 52. À l'époque, Boumediene n'existait même pas. Mais il est de bon temps d'attribuer tout à Boumediene. Maintenant, moi aussi j'ai eu plusieurs fois dans ma carrière de journaliste l'occasion de discuter en tête-à-tête avec lui, mais c'est vraiment le genre de gars qui est capable de réécrire l'histoire pour se mettre en valeur. Tout le monde, évidemment à partir de 80, tout le monde était devenu berbériste. Ou en tout cas a joué un rôle, etc. Non, Ahmed Talib Ibrahimi, c'est là, il ne la fera pas, en tout cas. Il a beau le dire où il veut, quand il veut. Évidemment, c'est un grand séducteur. Quand il a quelqu'un en face de lui, il va tout faire pour donner une image positive, surtout s'il était en campagne électorale, et ce qui semblait le cas, bien sûr. Donc, non, ça non. Il n'y a pas que Boumediene qui a été contre la culture berbère, c'est tout le système. C'est tout le système, et dans le système, il y avait énormément de Kabyles, évidemment. Alors, dans le livre publié par Azraïl Rabé aux éditions Coucou, sur avril 80, ce que je raconte sur le fait que Talib Ibrahimi est allé voir Mamri pour enseigner Tamazight à l'université, il est écrit noir sur blanc. Oui, non, ça c'est vrai. Moi, je partage ce que tu viens de dire sur lui, mais... Merci. Je voulais savoir s'il existait des enregistrements sonores éventuellement de ces contes, soit dans vos archives peut-être familiales, personnelles, sur la rue ou quelque part. Non, malheureusement non. Il n'y en a pas. Bon. Jamila, oui. Juste pour en revenir à la remarque en disant que la télévision faisait énormément de dégâts et ne permettait pas de garder les contes, enfin, pas que la conte, la langue. Évidemment, aujourd'hui, on sait très bien que la télé, les téléphones portables, les tablettes et tout ça, les gamins ont la tête là-dedans très très jeunes et tout le temps. Est-ce que il y a... Voilà, je ne veux pas agresser les femmes, mais comme c'est toujours les mères et les grands-mères qui ont raconté des histoires, est-ce qu'on ne perd pas énormément de ce côté-là? Alors les pères peuvent aussi raconter des histoires, hein, c'est pas interdit, mais aujourd'hui, les mères, les grands-mères ne prennent plus ce temps de raconter les histoires. Évidemment, l'écrit, c'est très bien, mais l'oral, c'est aussi très très bien. Et ça, on l'a plus. Oui, tout à fait. Ça, on l'a plus parce qu'on l'a amené dans les téléphones, dans les... Aujourd'hui, on peut les enregistrer, justement, comme dit le monsieur, on peut enregistrer et mettre ça dans les oreilles des gamins ou sur les tablettes s'il le faut. Oui, ce serait une bonne chose.
Qu'un éditeur, Madame Baudis, peut-être, vous pouvez répondre. On peut lire les livres. Moi, je sais qu'à lire les livres, je les ai élevés en leur lisant des livres. D'accord. On passe par l'oralité. Mais c'est encore assez... il y a encore très peu de livres de faits sur les contes. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas évident de trouver. Je suis auteure-illustratrice de la littérature jeunesse. Et on est le dernier maillon de la chaîne au niveau littéraire, il faut le dire, en Algérie. Je parle pas des contes, je parle pas des contes européens et tout ça. Je parle des contes berbères notamment. Excusez-moi, auteur, je recommence, je suis auteur illustratrice de littérature jeunesse en Algérie. Et c'est des contes, je travaille, je suis avec Jamel à l'édition d'Alimel. Oui, mais voilà, ça reste de l'écrit. Mais il faut que les parents derrière aussi donnent cette éducation de lecture des livres et racontent aux tout petits, parce que la lecture... Ils ont soif, en Algérie ils ont soif. Le guerre au sida, il y avait la même chose, et les parents achetaient. Moi je trouve que ça reste encore très... C'est difficile. Moi je suis responsable d'une bibliothèque, je vois autour de moi ce qui se passe. Il y en a qui le font, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ça reste encore très très difficile. On va raconter le petit poussé, on va raconter des contes français qu'on a l'habitude d'entendre et tout ça. Mais les contes. Non, mais c'est vrai que vous avez raison, le livre audio. On a du mal à y venir, quoi. Le livre audio, ce serait une bonne chose. Non, je suis tout à fait d'accord. Non seulement en français, mais aussi en kabyle. Vas-y, Hakim. Qu'en est-il du livre de votre tante qui a travaillé sur les pratiques Allez, j'ai le manuscrit entre les mains, je suis en train de le relire, et puis on va voir ce qu'on peut, si c'est publiable, si c'est... Mais en tout cas, j'ai commencé à lire et c'est très très intéressant. Et là, alors, il y avait, je sais plus où sont les bandes, mais il y avait un fond sonore, c'est-à-dire qu'elle a récupéré les recettes. Elle a été à Mokras et elle a récupéré de ses tantes, de ses cousines, les recettes sur bande magnétique. Alors, si vous publiez, je suis votre premier si je les trouve, oui. Je crois qu'on va passer à la dédicace, mon ami Jamil. Merci d'être venu. Merci à tout le monde d'être venu au Café littéraire de l'Impondérable.